Je m'appelle Charles Thépeau, je suis un ancien élève de l'IEP. J'étais en filière générale, je suis rentré en première année en 2007, 2006 même, et j'ai fait ma troisième année en Syrie à l'époque. J'étais stagiaire à l'ambassade de France à Damas et ensuite pour la Commission européenne, toujours à Damas. Et après, j'ai fait un double master avec l'IEP de Lille et le Collège d'Europe à Bruges. Je suis arrivé, je pense, comme tout le monde, sans trop savoir ce que je voulais faire. Donc je suis allé en administration publique parce que je m'intéressais au service public, mais sans trop savoir exactement sur quel sujet. Et un peu par hasard, j'ai obtenu ce stage en Syrie en 2008. Et ça a été le début d'une spécialisation. Et donc en revenant de la troisième année, là, je me suis vraiment spécialisé sur les relations internationales et j'ai approfondi les sujets que j'avais commencé à découvrir en stage. Parce que c'est le seul endroit où ils m'ont pris. J'avais envoyé, je pense comme beaucoup d'étudiants qui cherchent des stages, des candidatures dans des endroits très différents. Et il se trouve que à l'ambassade de France à Damas, il y a eu un manque, il manquait un stagiaire à ce moment-là, et donc ils m'ont proposé de travailler sur la présidence française de l'Union européenne locale en juillet 2008, et donc j'ai accepté. J'étais curieux vis-à-vis du Moyen-Orient, mais sans trop savoir exactement ce que je voulais faire et si je voulais me spécialiser sur cette zone, et donc c'est un petit peu voilà, le hasard et puis les opportunités qui m'ont poussé à commencer à voyager dans la région et à me spécialiser dans cette région. Ensuite, j'ai fait mon master 2 au Collège d'Europe, où j'étais spécialisé en relations internationales. J'ai commencé à travailler un peu comme assistant de recherche, où là j'ai approfondi la question de la promotion de la démocratisation par l'Union européenne au moment des soulèvements arabes de 2011. Et après quelques mois dans le monde de la recherche, je me suis aperçu que j'avais envie de tester autre chose avant de continuer. Et donc j'ai postulé pour des contrats en relations internationales dans différentes institutions et j'ai obtenu un volontariat international à Alger, au service de coopération universitaire de l'ambassade de France. C'était une mission passionnante où j'ai pu me déplacer en Algérie et découvrir une autre facette de la diplomatie. Et pendant ce temps-là, j'ai préparé les concours du ministère des Affaires étrangères que j'ai obtenu en 2013. Je suis rentré à Paris pour faire la formation initiale que font tous les diplomates et j'ai pris un poste, ce qu'on appelle rédacteur, c'est-à-dire analyste politique dans la direction Afrique du Nord, Moyen-Orient, chargé de l'Algérie. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon travail au Quai d'Orsay. J'ai appris ça progressivement parce que c'est une langue qui est difficile. J'ai commencé quand j'étais en stage en Syrie avec l'arabe dialectal, ce qu'on appelle le syro-libanais. Ensuite, en revenant de cette troisième année en Syrie, j'ai commencé à faire de l'arabe classique, d'abord par des cours du soir, ensuite à travers des stages intensifs l'été, et puis en travaillant, en ayant des premières expériences professionnelles dans les pays de la zone, j'ai approfondi ces connaissances, notamment pour préparer le concours du cadre d'Orient du ministère des Affaires étrangères et pouvoir l'obtenir avec la langue arabe. Après mes premiers postes donc, à Alger et puis ensuite à Paris en tant que rédacteur à Algérie, je suis allé travailler à Berlin où j'ai été envoyé par le ministère français pour travailler pour le ministère allemand des Affaires étrangères sur le thème de la lutte contre Daesh. Et j'étais une sorte d'agent de liaison entre la France et l'Allemagne sur la question de la lutte contre Daesh. Après cette mission, j'ai continué à travailler sur la lutte contre Daesh, mais cette fois en Irak, où j'ai travaillé depuis Erbil comme personne chargée de suivre les projets que la France finançait dans les territoires libérés de Daesh, donc des projets humanitaires et des projets de réhabilitation des zones qui avaient été détruites dans les combats. Après cette mission en Irak, je suis retourné à Berlin, où là j'étais à l'ambassade de France en Allemagne, et j'étais chargé de suivre la politique allemande en Afrique et au Moyen-Orient.
Et depuis cet été, j'ai pris de nouvelles fonctions à Washington, où je suis mis à disposition par l'ambassade de France à Washington d'un think tank qui s'appelle le Washington Institute for Near East Policy, qui est un des plus anciens think tanks américains spécialisés sur le Moyen-Orient. Et donc, dans cette mission, je travaille toujours sur la politique arabe de manière générale, mais en essayant de comprendre plus spécifiquement les évolutions de la politique étrangère américaine au Moyen-Orient. Ce que je trouve le plus intéressant, le plus passionnant, c'est à la fois les enjeux sur lesquels on doit réfléchir, la lutte contre le terrorisme, les relations internationales, la diplomatie, comment on négocie des accords entre les pays. Ensuite, j'ai aussi été passionné par mon expérience en Syrie et puis ensuite toutes les expériences que j'ai eues en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Donc ça, c'est vraiment ma spécialisation et ma passion. Et puis, au fur et à mesure, j'ai aussi découvert que la diplomatie, c'est aussi un service public où il y a une facette très large d'activités, que ce soit l'activité consulaire, l'activité culturelle, la nécessité de venir en aide à des Français en difficulté à l'étranger. Et donc, ce qui me plaît aussi dans la diplomatie, c'est cette pluridisciplinarité et cette nécessité parfois de réapprendre un nouveau métier au bout de 3 ans, ou en tout cas d'utiliser ces savoirs dans des contextes extrêmement différents. Le faire en Irak, sur le Moyen-Orient et la lutte contre Daesh, c'est le même sujet que ce que je fais à Washington en ce moment, mais j'utilise ces connaissances dans des contextes qui n'ont rien à voir et de manière très différente au quotidien. J'ai commencé ce projet en fait sur le campus virtuel de Sciences Po Lille, puisque c'était au tout début des printemps arabes une demande de l'IEP de faire un cours sur ce qui se passait avec ce qu'on a appelé les printemps arabes. Et au fur et à mesure, j'ai développé ce cours à l'IEP. Et ensuite, au fur et à mesure des années, alors que les événements se développaient et avaient des ramifications extrêmement variées, j'ai commencé à utiliser ce cours et le développer et l'élargir pour en faire une sorte de manuel qui puisse éclairer sur l'actualité des pays arabes. Et j'avais aussi fait le constat pendant ma propre préparation au concours qu'il y avait beaucoup d'ouvrages sur le monde arabe, mais soit des essais, soit des ouvrages académiques très précis, et que ce n'était pas si évident pour des étudiants qui n'étaient pas spécialisés sur le monde arabe de trouver un ou deux ouvrages qui leur permettent de débuter, ou en tout cas de disposer d'une introduction sur la politique arabe. Parce qu'il s'est passé énormément de choses. Un des phénomènes majeurs sur lesquels je reviens dans la nouvelle édition, c'est l'évolution de la politique étrangère américaine depuis l'élection de Donald Trump, qui est en train d'avoir des conséquences très importantes dans les tensions entre l'Iran et les États-Unis, mais plus fondamentalement dans la manière avec laquelle les États-Unis vont être présents au Moyen-Orient dans les prochaines années. Et ensuite, les soulèvements qui avaient débuté dans un certain nombre de pays d'Afrique du Nord, notamment la Tunisie, l'Égypte, ont évolué et ont eu des conséquences très variées en fonction des pays. Et donc j'ai voulu actualiser cette analyse-là, sachant qu'en décembre prochain, ça fera 10 ans que les printemps arabes, en tout cas comme ils ont été appelés, ont débuté. Et donc ça me paraissait aussi utile de faire un bilan de cette décennie de soulèvement et d'évolution, sachant qu'en 2019, on a aussi constaté en Irak, au Liban et en Algérie que cette colère populaire était toujours présente et pouvait provoquer de nouveaux soulèvements. Parce que ce qui me frappe dans l'analyse de ces soulèvements, c'est à la fois que le peuple veut être acteur, veut se réapproprier son destin politique, et c'est une revendication très forte dans chacun des soulèvements, et en même temps, cette explosion de colère et cette demande de dignité est frappée soit par une répression, soit par des problèmes structurels très forts comme la crise environnementale, la crise économique, et donc à travers le cri de ce personnage, de cette femme qui est actrice dans les soulèvements, j'ai trouvé que c'était une bonne allégorie en fait de cette dynamique observée dans la région depuis au moins 10 ans.